L'invité de ce soir est un avocat spécialiste du droit public. Il est cofondateur du Syndicat des avocats de France, essayiste et créateur du blog Vue du droit, dans lequel il commente, analyse et critique l'actualité politique et judiciaire. Nous accueillons ce soir Régis de Castelnau. Bonsoir Monsieur de Castelnau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'ICEP. C'est moi qui vous remercie de m'autoriser à prendre la parole. Alors, je voulais vous poser comme première question, quels ont été les objectifs de la création de votre blog Vue du droit ? J'ai eu une carrière d'avocat assez longue. Dans la dernière partie, qui est la plus importante d'ailleurs en volume, j'ai travaillé avec la sphère publique et disons que le temps passant, j'ai eu envie de restituer un peu cette expérience, d'expliquer un certain nombre de choses et de porter un regard critique, ce que vous avez dit, un regard critique sur l'actualité, mais à partir de mon lieu d'énonciation, qui est le droit, la compétence juridique que je m'attribue, et surtout celle du praticien. Donc c'était une forme de give back, j'ai eu envie de rendre et de m'expliquer là-dessus. Alors, ça m'a amené à prendre des distances avec le métier, j'en avais bien fait le tour, hein. J'ai eu 45 ans de barreau quand même, et puis ça me donne une certaine liberté. Hein, c'est-à-dire que cette distance, j'ai plus de clientèle à ménager, je n'ai plus d'hommes politiques, de responsables publics pour lesquels je travaillais et dont j'étais le conseil, le défenseur, etc. Donc ça donne une certaine liberté. J'en parlais avec Emmanuel Todd, qui est un peu dans la même situation et qui disait c'est un statut assez confortable, hein, parce qu'on n'a personne à ménager. Ensuite, je voulais, dans un pays de forte culture administrative, culture économique aussi, hein, je pense qu'il ne faut pas la négliger, mais d'assez faible culture juridique. Les élites n'aiment pas trop le droit et ne le connaissent pas. À l'ENA, on ne fait pas de droit déjà, hein, c'est ce que je dis souvent, même si on envoie une partie des meilleurs au Conseil d'État. Il n'empêche quand même que j'avais une vraie perspective, c'est-à-dire essayer d'être pédagogue, essayer d'expliquer ce qui se passait et de montrer quels étaient les enjeux juridiques des situations auxquelles les Français étaient confrontés. Voilà, et donc je me suis pris au jeu, j'ai dû écrire pas loin de 400 ou 500 articles sur ce blog, je participe à des émissions de radio, j'ai mes articles qui sont repris, Causeur, Marianne, etc. Et donc c'est une activité éditoriale qui me plaît beaucoup. Alors naturellement, il faudrait maintenant monter une marche supplémentaire et puis se remettre ce que j'ai fait dans le passé, mais sur le plan un peu scientifique, juridique, mais il faudrait que je repasse à la rédaction d'un ou deux bouquins et bon, ça c'est un effort important, on va voir. Aujourd'hui, pensez-vous que la surmédiatisation des affaires juridiques empêche la justice d'effectuer correctement son travail ? Alors, oui. Déjà, je vais commencer par répondre oui. Attention aux affaires politico-financières, dont on va beaucoup parler ce soir, je suppose, mais je pense que votre question est relative aussi aux affaires où un certain nombre d'associations, un certain nombre de mouvements essayent de faire pression sur la justice, hein, en ce qui concerne par exemple tout ce qui relève de la protection de l'enfance, en ce qui concerne le féminisme. Là, on vient de voir encore y compris une situation assez extraordinaire où une actrice vient dire « voilà, j'ai été victime, mais je ne vais pas déposer plainte parce que je ne fais pas confiance à la justice ne condamne pas assez, etc. etc. » On avait vu aussi ce qui est arrivé à Georges Tron, par exemple, où il y avait une pression, y compris dans la salle. Je pense que tout ceci est très très mauvais. Hein, ça génère une espèce de... J'utilise un mot qui n'est pas très adapté, mais je vais le prendre quand même, c'est une forme de populisme judiciaire qui fait que les passions médiatiques, le jugement dans l'espace médiatique, hein, ce qui est souhaité d'ailleurs dans l'affaire dont je parle de cette jeune actrice, et puis dans celle qui dénonce 40 ans après Polanski, on veut que le procès se passe d'abord dans l'espace médiatique. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'aucune des règles relatives au déroulement d'un débat contradictoire aboutissant à une décision opératoire ne peut être respectée dans cet espace. Donc, pression
je dirais pas pression des médias, pression médiatique, hein, parce que les médias, pour ça, ils sont surtout sont intéressés par la diffusion, sont intéressés par l'audimat. Donc, ils vont en rajouter, ils vont faire des émissions sur des faits divers, etc. Vous savez, j'ai commencé à regarder hier sur Netflix, je fais de la publicité pour Netflix, ils ont fait un documentaire en 5 ou 6 parties sur l'affaire Grégory. J'ai très bien connu cette affaire, à l'époque, il y a fort longtemps, hein, c'est assez extraordinaire de voir comment un pays entier a perdu son sang-froid dans cette affaire. Hein, c'était assez étonnant. Donc je pense que cette pression médiatique est véritablement, de ce point de vue-là, profondément négative. D'ailleurs, on l'a vu avec la fameuse affaire Sauvage. Moi, je veux dire, je suis apparu un peu plus dans l'espace médiatique quand j'ai fait un article au moment où Hollande graciait Madame Sauvage pour dire non, elle était coupable. Pourquoi? Parce que j'étais voir le dossier, tout simplement. Hein. Et donc, il y avait eu une décision qui avait été rendue, confirmée en appel, les éléments du dossier qui montraient bien qu'elle était coupable et qu'elle n'avait pas été la femme battue qu'elle prétendait, et bien malgré ça, elle est considérée, je pense, par une majorité de la population comme tout à fait innocente ou une victime des violences faites aux femmes. Donc, ma réponse est oui. Pour vous venez d'en parler avec l'affaire d'Hollande et Madame Sauvage, est-ce que la justice est encore indépendante ou est-ce qu'elle est maîtrisée et manipulée par le système politique? Alors je vais essayer de consulter vos professeurs pour qu'ils vous interdisent d'utiliser le mot indépendance. Ils vous l'interdisent parce que l'indépendance, ce n'est pas le souci. L'indépendance n'est que le moyen de l'impartialité. Voilà. C'est-à-dire que, et je vais vous donner le contre-exemple, il faut que la justice soit impartiale. Donc, est-ce que l'indépendance est suffisante pour qu'elle le soit? Non. L'indépendance, ça peut être aussi le ticket qui permet l'arbitraire. Et lorsque je vois comment se comportent un certain nombre de magistrats syndiqués, je vais citer d'abord le syndicat de la magistrature avec son mur des cons, hein, qui aurait dû être assorti de sanctions disciplinaires et toute cette petite bande aurait dû être foutue dehors de la magistrature, excusez-moi d'utiliser des termes forts, hein, mais ce qui compte, c'est l'impartialité. L'indépendance, ça peut être le passeport aussi pour l'arbitraire, parce que il y avait eu une affaire qui concernait une candidate du Front National qui avait mis une photo de Taubira sur sa page Facebook avec une banane. Hein. Bon. Donc, qu'a fait Christiane Taubira, garde des Sceaux, excusez-moi. Elle a fait lancer une procédure en Guyane, qui n'était pas compétente, hein, par un parti politique associatif qui était domicilié chez elle et dont elle était membre. Hein, et donc, cette procédure a été faite, la personne n'a pas pu se déplacer, les avocats sur place ont refusé de la défendre, hein, et on a eu un jugement qui était un tract avec condamnation, responsabilité pénale collective, ce qui est une hérésie absolue, c'est-à-dire qu'on a eu des magistrats militants. J'avais titré mon article « Juger ou militer, il faut choisir ». Alors ça a été annulé par la Cour d'appel, heureusement, hein, mais on a vu affaire à des magistrats dont, si j'avais été garde des Sceaux, on en reparlera peut-être, bien évidemment, j'aurais immédiatement saisi le CSM pour que des sanctions disciplinaires soient prises. Donc, alors, c'est sur cette notion d'indépendance et d'impartialité. Est-ce qu'aujourd'hui, donc je vais modifier votre question, est-ce qu'aujourd'hui la justice est impartiale? Ma réponse est non. Ma réponse est non, la justice n'est plus impartiale. Elle a été en partie. Aujourd'hui, depuis d'abord l'arrivée de François Hollande au pouvoir, la justice pénale est de plus en plus instrumentalisée et on ne peut pas dire qu'elle soit justement toujours décidée à rendre la justice, mais plutôt à rétablir l'ordre. Il y a 3 missions dont elle s'est emparée. Parce qu'elle n'a pas besoin de recevoir des ordres. Comme Mme Houlette, en quittant le PNF, dit « j'ai jamais eu de pression ». Ben, ce n'est pas la peine, Mme Houlette, de vous faire des pressions. Vous allez au-devant des souhaits du pouvoir, et c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon, dont on reparlera peut-être. Mais cet apport, il se fait sur 3 domaines. Premièrement, on protège les amis du pouvoir. Deuxièmement, on réprime lourdement les mouvements sociaux. Alors il y avait eu avant les affaires d'Air France, les affaires d'autres conflits sociaux, et puis on a vu les gilets jaunes, oui. 3000 condamnations, 1000 peines de prison ferme. Je n'ai jamais vu ça, franchement. Franchement, avec des pressions, avec des attitudes, en particulier en province, des jeunes avocats qui ont essayé de se battre, etc. Il y a toute une collection d'exemples vraiment terribles. Et puis enfin, troisièmement, on instrumentalise cette justice
contre l'opposition. Je ne sais pas s'il a été nécessaire que M. Macron décroche son téléphone et pour dire, bah, écoutez, voilà, vous allez faire une perquisition chez Jean-Luc Mélenchon. Ou bien qu'il ait été nécessaire qu'on dise, bah, écoutez, vous allez embêter Marine Le Pen parce qu'elle a mis une photo, donc vous allez la faire poursuivre. Vous savez que les textes utilisés sont les textes relatifs à la protection de l'enfance. Ça n'a strictement rien à voir. Et naturellement, dès lors que ce sont des photos mises à la disposition de mineurs, le gars qui a fait ça, il faut qu'il soit examiné par un psychiatre. Et là, on se retrouve dans un pays où le patron du principal parti d'opposition est convoqué par un psychiatre. Moi, je me rappelle de ça, c'était chez Brejnev. Hein, donc, je veux dire, l'état dans lequel aujourd'hui est la justice française, de ce point de vue, hein, de l'instrumentalisation, est quand même très préoccupant. J'espère qu'il va y avoir un ressaisissement. Pour l'instant, je suis plutôt pessimiste. Et justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que ce retour à une justice indépendante hors du contrôle politique est possible? Et si oui, comment? C'est difficile parce que ça passe par un changement politique majeur. Restons dans l'actualité. Dans 10 jours, 15 jours, c'est le 5 décembre. Emmanuel Macron, vous savez, quand vous êtes parisien, vous avez quelques capteurs. Hein, Emmanuel Macron a reçu déjà un dîner, a dit, de toute façon, j'irai, je ferai ce que j'ai décidé, je m'en fiche. Il fait 11% des inscrits aux européennes, 14% des inscrits au premier tour de la présidentielle, ce qui lui permet de devenir président de la République. Mais il dit, j'irai. Il peut le faire, pourquoi? Parce qu'il a la police. Ça branle un peu, mais il a la police, il a les médias, un autre pouvoir, les forces de répression, les médias sont une force de répression, et il a la justice sur laquelle il peut compter. Donc, aujourd'hui, un retour à un mode de fonctionnement normal, je pense que ce serait plus facile avec la police, hein, mais en ce qui concerne la justice, il faut véritablement qu'il y ait une remise à plat, un vrai travail qui soit fait sur la façon dont ça s'est passé. Il va falloir, alors quand je parlais de projets éditoriaux, il va falloir qu'on raconte dans le détail ce qui s'est passé depuis l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République. Selon vous, l'Europe a-t-elle eu un impact sur le système juridique que vous dénoncez aujourd'hui? Alors attention, je ne suis pas spécialement eurobéat, hein, je suis plutôt eurosceptique, mais dans ce domaine, celui qui m'interpelle, celui qui me préoccupe, je pense que l'influence de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire de l'Europe organisée de cette façon, il est plutôt sur la justice administrative, hein, c'est-à-dire que c'est les normes européennes, qui sont d'ailleurs en grande partie issues de l'ossification d'un certain nombre de données dans les traités à valeur constitutionnelle. Donc, dans le fonctionnement de la justice dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement la justice pénale et la justice civile, il n'y a pas tellement d'influence qui serait une influence négative. Et puis il y a l'autre problème qui est celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose d'assez contradictoire. Moi, personnellement, les évolutions qu'on a connues, alors vous savez, le système, c'est pas un autre degré de juridiction, hein, c'est pas un 4e degré de juridiction, c'est simplement un recours qui est fait contre les États, hein, et si la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le garant de la Convention, considère que la Convention a été violée, l'État est condamné. Il est condamné à indemniser, etc. Hein, et puis il est fermement invité à modifier ses pratiques. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'autorisation de la présence de l'avocat en garde à vue. Je considère que c'est un progrès. Pour les libertés publiques, c'est un progrès. Bon, alors il y a d'autres choses dans cette convention. C'est pas, si vous voulez, on ne se sert pas sur une étagère. Hein. Il y a des choses qu'on apprécie, d'autres qu'on n'apprécie pas. Mais je pense que c'est pas négatif, hein, parce qu'on a pu faire un certain nombre de progrès quand même. Si vous voulez, la culture judiciaire, en particulier de la justice pénale, elle est celle de l'ordre, plus que de la justice. Et il y avait des pratiques, vous savez, pour qu'il y ait un juge des libertés, il a fallu attendre, c'était assez amusant d'ailleurs, parce que
c'est une décision à l'époque où le Parti socialiste était au pouvoir. Donc on a créé un juge des libertés, c'est-à-dire qu'on a retiré la mise en détention au juge d'instruction, ce qui était quand même une bonne idée, parce que la détention-pression, ils l'ont tous fait. Je l'ai vu très souvent. Donc mettre ça à un tiers, hein, même s'il entretient des rapports avec les juges d'instruction qui l'amèneront peut-être à être un petit peu en connivence, mais c'était un progrès. En 1993, la droite revient au pouvoir. Première chose qu'elle fait, elle supprime le juge des libertés. 15 jours après, le premier qui est mis en détention par un juge d'instruction, c'était Courroy, c'était M. Carignon à Grenoble. Donc j'avais trouvé ça assez amusant. Alors là, tout d'un coup, il s'était mis à se plaindre, et c'est comme ça qu'on a pu réinstaurer ce juge des libertés. Donc, comment dire, cette convention est quand même un outil précieux. Le problème, c'est que, si c'est difficile de dire c'est bien pour la garde à vue, par exemple, c'est bien pour la durée du procès. Vous savez qu'on peut être condamné pour des durées excessives, etc. Hein, en même temps, ils disent que... alors, c'est assez malin d'ailleurs, parce qu'ils prônent un peu l'indépendance des parquets. Ils disent on ne peut pas qualifier de magistrats les gens du parquet qui ne sont pas indépendants. Moi, je suis radicalement opposé à l'indépendance des parquets. Parce que ça, c'est le chemin pour l'arbitraire. J'ai juste l'exemple de Salvini. C'est pas parce que je suis spécialement favorable à Salvini, hein, mais il empêche le débarquement des immigrés d'un bateau, hein, et immédiatement, il y a un procureur qui le poursuit pour séquestration. Il est indépendant, le procureur, il fait ce qu'il veut. Donc, je ne veux pas de ça. Hein. Donc, je pense que la solution, ce sera de changer le statut des membres du parquet et qu'ils ne soient plus magistrats. Donc ça, c'est une de mes propositions. Si un jour, mais ça n'arrivera jamais, je devenais garde des Sceaux. Alors, du coup, pour finir sur une question d'actualité, vous avez dû entendre parler de la réforme de la justice qui vise à supprimer des cabinets d'instruction en fonction des scores des élections municipales. Cette réforme, elle inquiète. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous ? Ça me fait sourire. D'abord parce que l'amateurisme de certains et l'absence de vergogne, quoi. C'est passé de cabinet à cabinet, hein, c'est-à-dire bon. Deux observations. La première observation, c'est que tout le monde a fait comme ça. Hein, quand Rachida Dati refaisait la carte judiciaire il y a quelques années, quand elle était garde des Sceaux, hein, je peux vous dire que ça repartait d'en bas, de tous les côtés, les maires qui ne voulaient pas qu'on leur supprime leur tribunal d'instance, etc., pour des raisons purement électorales. Donc, ça ne me surprend pas, mais ce sera ma deuxième observation. S'imaginer qu'on va gagner des voix parce qu'au moins chez nous, on n'aura pas supprimé le juge d'instruction, c'est une plaisanterie. Je veux dire, ça montre bien l'inculture juridique et judiciaire des gens qui peuplent les cabinets, quoi. Parce que, je veux dire, alors bien sûr, hein, ils l'ont fait. Ils ont dû se dire, bon, mais ça fera plaisir à un tel, ou on verra de cette façon-là. Bon, c'est une intervention qui est, sur le plan des principes, inadmissible. Je ne suis pas surpris. Ça ne servirait à rien. Eh bien, merci Régis de Castelnau d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver vos analyses sur votre blog Vue du droit, et aussi que vous allez tenir une conférence ici même à l'ICEP sur la question de l'autorité judiciaire est-elle soumise au pouvoir politique. Merci. Ce dont nous avons un peu commencé à parler. Exactement.